Vous avez un taux de réponse de 5% sur vos campagnes de cold email et vous vous estimez heureux d'avoir ces résultats. La vérité, c'est que 95% des personnes qui ne répondent pas, elles ne voient pas vos mails. Vous tombez principalement dans les promotions ou les spams. La réalité, c'est que sur 1000 emails envoyés, il n'y a qu'une toute petite partie qui arrive dans la boîte principale de vos prospects. Et donc, c'est des milliers d'euros de pertes chaque mois. C'est pour ça que dans cette masterclass, je vais vous aider à régler ce problème. Mais qui suis-je pour vous apprendre ça? Je m'appelle Louis Deslus et ça fait depuis 2017 que je fais de la prospection automatisée. Aujourd'hui, j'ai créé une agence de plus de 12 experts. On a accompagné plus de 200 entreprises, généré des milliers de rendez-vous et des millions de chiffres d'affaires. Et pour garantir un maximum de réponses, on a créé un laboratoire de la délivrabilité en interne à notre agence. On fait plus de 30 000 tests chaque mois pour tester des nouvelles probabilités pour duper Gmail et Outlook. Et c'est pour ça que je vous ai préparé une masterclass qui rassemble tous les apprentissages, qui est découpé en plusieurs parties. Et bien sûr, cette vidéo est chapitrée pour vous aider à la consommer de façon efficace. Dans un premier temps, on va voir exactement ce que vous perdez à ne pas tomber dans la boîte principale en tombant dans les spams. Ensuite, on va voir les 6 étapes pour ne plus jamais tomber dans les spams. On va parler d'infrastructure, de warm-up, de data quality, de copywriting, de setup de campagne. Et vous allez découvrir les 2 principes fondamentaux qui permettent de duper Gmail et Outlook et tous les autres ESP pour qu'ils vous placent directement en inbox. Et bien sûr, tous ces conseils sont applicables que vous envoyez 100 emails par mois ou 10 000 emails par mois. Et si vous souhaitez une version écrite, complète et mise à jour régulièrement de cette masterclass, il y a mon collègue Reza Mogdad qui vous a concocté un playbook complet sur la délivrabilité. Vous trouverez le lien directement dans la description de cette vidéo. Maintenant, parlons argent. Avoir une mauvaise délivrabilité, c'est pas juste quelques emails qui vont tomber dans les spams. C'est des centaines de rendez-vous que vous n'allez pas avoir et donc des milliers d'euros de chiffre d'affaires. Donc voyons maintenant les conséquences d'une mauvaise délivrabilité. Imaginons que vous prospectez 1000 personnes par mois. Il n'y a que 400 mails qui arrivent dans l'inbox principal et 600 qui arrivent dans les spams. Imaginons que sur ces 600 mails, vous avez 5% de taux de réponse. Donc vous avez 30 réponses que vous ne recevrez jamais. Sur ces 30 réponses, imaginons que vous allez obtenir 3 meetings qualifiés. Donc 10% de taux de rendez-vous sur le nombre de réponses. Et que vous avez un closing rate de 30%. Alors, vous perdez un client par mois. Imaginons que votre panier moyen est de 20 000 $, alors cela fait une perte de 240 000 $ par an. Et ça, c'est que si vous prospectez 1000 personnes par mois. Imaginons que vous prospectez 5000 personnes par mois, la perte représente 1 200 000 $. Donc voilà pourquoi il faut faire attention à sa délivrabilité. Mais c'est pas de votre faute que ça devient compliqué. C'est juste qu'il y a eu une grosse évolution depuis les derniers mois et années. Avant, la prospection était rare. Personne n'automatisait sa prospection il y a quelques années. Encore 2-3 ans en arrière, c'était assez rare. Donc Gmail, Outlook, ce qu'on appelle les ESP, étaient plus tolérants. Mais depuis quelques années et la démocratisation de l'automatisation de la prospection, les boîtes mail se sont vues saturées. Et avec cette saturation vient plusieurs problèmes. Il y a eu beaucoup d'arnaques et les gens en ont eu marre. Il faut savoir que Gmail et Outlook essayent de protéger leurs utilisateurs. Et donc, tout ce qui a un caractère dangereux ou spammy, ils les bloquent. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus dur d'arriver en inbox aujourd'hui qu'il y a 2 ans. Et donc, pour conclure cette partie, avant de passer à la pratique, comment ne plus tomber en spam, ce qu'on peut conclure, c'est que les ESP veulent que vous paraissiez humain. Ça, c'est leur réaction. Ils veulent que des humains parlent à des humains, que leurs utilisateurs prennent aucun risque en lisant vos mails. C'est pour ça que tout au long de cette vidéo, ces 2 principes de sécurité et de human behavior vont rester présents dans le paramétrage de votre infrastructure, dans votre warm-up de votre infrastructure, dans la qualité de votre donnée, dans la rédaction de vos messages de prospection, dans le paramétrage de vos campagnes et même dans l'analyse de vos données. Et on va commencer tout de suite par la partie infrastructure. C'est la base d'une bonne délivrabilité. Comment parler d'infrastructure sans parler de l'erreur la plus commise par la majeure partie des équipes commerciales? C'est d'aller prospecter directement avec leur adresse mail de commerciaux. Les conséquences peuvent être dramatiques si on fait ça. Pourquoi? Parce que, imaginons que vous allez commencer à prospecter 50 personnes par jour à un automatique avec votre adresse mail. Vous allez avoir un comportement inhabituel. Gmail, Outlook vont voir que d'un coup, vous êtes passé de quelques emails par jour à une cinquantaine, qui sont même peut-être identiques. Et donc, c'est pas un comportement naturel. Et on revient au principe de base de paraître naturel. Et donc, vous allez de plus en plus alerter les ESP et vous allez de plus en plus tomber dans les spams. Et c'est une boucle sans fin. Donc, vous allez détériorer la réputation de votre adresse mail, mais pas seulement, mais également celle de votre domaine. Et donc, vous allez affecter la délivrabilité de tous vos collègues. Quelles sont les conséquences? C'est simple. Vous allez blacklister votre domaine et ensuite, toutes vos communications, que ce soit internes ou externes avec vos partenaires, clients existants, vont être de plus en plus compliquées parce que vous allez tomber de plus en plus dans les spams. Et récupérer la réputation de nos domaines est très compliqué. De plus, même si vous respectez les quotas et que vous y allez
étape par étape pour prospecter avec votre propre domaine. Vous n'êtes pas à l'abri qu'une de vos campagnes suscite un peu de bad buzz et vous ayez des personnes qui vous glissent manuellement dans les spams. 1, 2, 3, quelques dizaines et vous avez détruit la réputation de votre domaine. Donc c'est pour ça qu'on ne prospecte jamais avec son email professionnel ni avec le domaine de son entreprise. C'est pour cela que dans cette vidéo, je vais vous apprendre les fondamentaux pour créer une infrastructure dédiée à la prospection, c'est-à-dire des domaines et des adresses mail dédiées. Mais maintenant, comment connaître la taille de l'infrastructure que l'on doit créer? Pour cela, on va faire un peu de maths et on va prendre le problème à l'envers. Combien de deals en plus je veux par mois? Combien de nouveaux clients je souhaite acquérir grâce à la prospection? Imaginons qu'on a un taux de closing de 30%. Donc il me faut environ 3 rendez-vous par mois pour avoir un nouveau client. Sachant que moi je veux 5 nouveaux clients, avec un taux de conversion de 30%, je fais 5 divisé par 0,3, alors je tombe sur le chiffre approximatif de 17 nouveaux rendez-vous. Maintenant, pour obtenir 17 rendez-vous, je vais partir d'un taux de transformation de 1% du nombre de personnes que je touche en nombre de rendez-vous. Donc si je prospecte 100 personnes, j'obtiens un rendez-vous. Donc pour obtenir 17 rendez-vous, il faut que je prospecte 1700 personnes. Et si j'envoie 4 emails par personne que je vais prospecter avec les différentes relances pour obtenir un maximum de réponses. Donc cela fait 6800 mails que je vais envoyer par mois. Sachant qu'il y a 20 jours ouvrés environ par mois pour prospecter, je vais diviser 6800 par 20. J'obtiens 340 emails par jour que je vais devoir envoyer avec mon infrastructure. On verra les limites d'envoi un peu plus tard, mais ça va aller de 20 à 35. Imaginons qu'on reste assez conservateur et qu'on n'envoie que 20 emails par jour. Je fais 340 emails à envoyer divisé par 20. Alors j'obtiens le chiffre de 17 adresses mail à créer. C'est très important, on va toujours prendre un buffer pour avoir une marge de sécurité de 25%. Donc de 17 adresses mail, on passe à 21 adresses mail à paramétrer. Pourquoi il faut toujours avoir cette marge? C'est pour avoir des adresses mail de backup s'il y en a qui tombent, qui ont une délivrabilité qui chute. Si on a des pics d'activité où on a besoin de plus prospecter, ou si tout simplement on a envie de tester des nouvelles approches et on a une infrastructure qui est limitée. Pour la répartition par domaine, on va mettre 3 à 5 adresses mail par domaine, toujours dans cette optique de paraître humain. Et donc pour cela, il faut que les ESP ne détectent pas qu'un seul domaine envoie beaucoup trop d'emails. Donc pour 21 adresses mail, il va nous falloir entre 5 et 7 domaines. Prenons dans notre exemple 7 domaines pour rester toujours dans des limites les plus sûres possibles. Donc si je conclue, pour prospecter nos 1700 personnes, il va nous falloir 21 adresses mail et 7 domaines. Maintenant, pour paramétrer cette infrastructure, vous avez deux choix. Soit une IP partagée, soit une IP dédiée. En effet, Gmail, Outlook et tous les ESP surveillent les IP d'où proviennent les adresses mail. En soi, votre réputation est basée sur la réputation de votre domaine, mais également sur la réputation de votre IP. Si je vous donne un exemple, il y a les IP partagées, celles de Google Workspace, Microsoft 365 ou même des SMTP en IP partagées. Si je résume assez simplement, tous les utilisateurs de ces IP partagent le risque et les succès. Ce qui vous permet de bénéficier de l'antériorité de la réputation de l'IP pour atterrir en boîte principale. On dit que l'IP est chaude. C'est beaucoup plus simple qu'une IP dédiée, car une IP dédiée, comme indique ce nom, c'est que à vous. Donc c'est à vous de la réchauffer au fur et à mesure. Et comme le volume d'emails sur ces IP est beaucoup plus faible et dépend de vous, que vous allez faire uniquement de la prospection, elles sont très sensibles. Donc à la moindre erreur en délivrabilité, vous pouvez détruire cette IP et en plus, ça coûte plus cher à paramétrer, c'est plus long à paramétrer, c'est plus long à réchauffer, parce qu'il faut pas réchauffer que votre domaine, ça on le verra dans le chapitre d'après. Il faudra réchauffer votre IP également. Et en plus de ça, c'est très sensible. À la moindre erreur, vous pouvez griller toute votre infrastructure. C'est pour ça que c'est l'IP partagé que je vais vous recommander et pas l'IP dédié qui est vraiment dédié uniquement aux experts. Si vous voulez en savoir plus sur ces IP partagés et dédiés, je vous renvoie au playbook écrit qu'a rédigé Reza Mogdad qui détaille précisément tout cela. Et le lien est sous cette vidéo. Maintenant qu'on a choisi entre IP dédié et IP partagé, et sûrement IP partagé, on a le choix entre Google Workspace, Microsoft 360, donc des emails Outlook, ou du SMTP, ou un mix de tout. Et ça dépend de votre TAM, de votre Total Addressable Market, donc de qui vous allez cibler, tout simplement. Avant de choisir votre infrastructure, on va donc analyser notre marché adressable. Pour cela, vous allez prendre un échantillon d'adresses mail que vous avez, plutôt exhaustif sur votre marché adressable, et vous allez le passer sur des outils comme Neverbounce ou ZeroBounce, et ils vont vous donner dans les MX, dans les DNS de l'adresse mail que vous allez toucher, pour savoir si c'est des Google Workspace, des emails Outlook ou du SMTP. Prenons un exemple. Sur votre échantillon, vous avez 65% de Google Workspace, 25% de Microsoft 365 et 10% d'autres. Et donc, grâce à ce pourcentage, vous allez pouvoir diversifier votre infrastructure. Donc, vous allez pouvoir prendre le bon nombre sur les 21 adresses mail que vous devez paramétrer, qui sont des Google Workspace, 65% environ, 25% de Microsoft 365, des Outlook, et vous pouvez ajouter 10% de SMTP. Maintenant qu'on sait la
taille de notre infrastructure, le pourcentage et la répartition de notre infrastructure, comment la paramétrer. Et là, il y a deux chemins. Le premier chemin, c'est de le faire soi-même, à la main. Là, vous allez devoir acheter des noms de domaine sur Porkbun, Namecheap, créer vos comptes admin, Google Workspace, Microsoft 65, etc. Configurer vos DNS, DKIM, des marques, SPF, et cela manuellement. Vous trouverez des tutoriels sur le blog de Lemlist. L'avantage, c'est que vous maîtrisez 100% de la chaîne de valeur, des assets, etc. L'inconvénient, c'est que si on l'a jamais fait, ça peut être très long. On peut mal le faire, mal paramétrer, donc ça va dégrader votre délivrabilité et les conséquences qui vont avec que j'ai déjà expliqué. C'est pas très cool comme tâche à faire. C'est assez fastidieux. Il faut répéter les tâches à la main et c'est aussi beaucoup plus cher que les solutions que je vais vous présenter. Une adresse mail, ça coûte autour de 7$. Alors que la deuxième solution que je vais vous présenter, ça va coûter plus de 2 fois moins cher. Et je vais pas vous parler d'IP dédié, de serveur SMTP dédié. Ça revient à ce que je dis juste avant. C'est assez complexe et c'est réservé aux experts. Si ça vous intéresse, je vous renvoie encore une fois vers le playbook. Je vais plutôt vous parler de la solution clé en main. Aujourd'hui, il y a des outils qui vous permettent d'acheter directement les noms de domaine. Ils font le paramétrage de tous les DNS et de tout ce qu'il faut pour vous. Vous pouvez acheter directement les adresses mail, Gmail, des Google Workspace, Outlook, des Microsoft 365 et même des SMTP au même endroit. Et ils font tous les paramétrages et en plus de ça, pour 2 fois moins cher que le prix officiel de ces adresses mail. Et le plus beau, c'est que ces outils, vous pouvez acheter les infrastructures et même ça se synchronise directement à vos outils de prospection. Par exemple, dans Lemlist, vous pouvez acheter directement vos infrastructures. Et si vous voulez le faire sur un outil externe et indépendant, moi je vous recommande Mailpool, qui est un support super réactif et qui s'intègre avec tous vos meilleurs outils, notamment Lemlist. Et vous pouvez acheter SMTP, Microsoft et Google Workspace. Donc au lieu de passer des jours et des jours en paramétrage sans savoir si vous faites une bonne chose, passez par ces revendeurs, ça sera très bien dans un premier temps. Et ensuite, vous allez pouvoir diversifier vos infrastructures avec différents fournisseurs, vos propres infrastructures, etc. Nous, c'est ce qu'on fait dans l'agence. Mais c'est un niveau beaucoup plus complexe et déjà, si vous faites confiance à ces prestataires, vous allez avoir un très haut niveau de délivrabilité. Donc maintenant, vous avez vos infrastructures. Vous avez acheté vos adresses mail, vous avez vos domaines, vous les avez mis sur votre outil de prospection. Et là, le problème, c'est que ces domaines sont tout récents. Ces adresses mail sont toutes récentes. Google Workspace et Microsoft Office, Gmail et Outlook, et tous les autres SP ne les connaissent pas. Ils leur font pas confiance. Leur réputation est pas négative, elle est de 0. Et donc c'est pour ça que dans la prochaine partie, on va parler de warm-up et comment gagner la confiance des ESP. Pour vous imaginer le problème de faire de la prospection sans warm-up, imaginez que vous allez contracter un crédit à la banque. Vous avez 0 historique, et là d'un coup, vous allez demander 1 million d'euros. La banque va vous dire, vous êtes qui vous? Je vais même pas regarder votre dossier, je vais le refuser. Là, c'est un peu pareil. Votre mail va même pas tomber dans la boîte principale, il va tomber dans les spams. Si Gmail et Outlook vous connaissent pas, ils ont pas confiance en vous. Et là, on reprend nos principes de base et celui de la sécurité. Vous devez gagner la confiance de ces ESP, Gmail et Outlook, pour pouvoir vous permettre de vous présenter dans la boîte principale. C'est pour ça qu'on va faire une phase de warm-up, mais en respectant ce second principe de paraître humain. Donc au fur et à mesure, on va gagner la confiance de Gmail et Outlook en envoyant des emails à d'autres emails qu'on maîtrise d'un pool d'emails qui vont nous répondre, ouvrir nos mails. Et nous, on va faire de même avec d'autres emails de ce même pool. On va échanger des fausses conversations, et toujours avec des patterns humains. Et cette première phase, elle doit durer 2 à 3 semaines minimum, et c'est obligatoire. Et même, il est recommandé de l'activer que 2, 3, 4 jours après avoir paramétré ces infrastructures, le temps que les DNS de nos infrastructures se propagent correctement. Sans rentrer trop dans le détail, il y a 2 types de warm-up. Le community base, comme l'Mwarm par exemple, qui est basé sur un réseau peer-to-peer. Vos inbox envoie à d'autres utilisateurs du réseau et tout le monde s'ouvre ses mails et se répondent. L'avantage, c'est que c'est très simple à mettre en place. C'est les outils qui gèrent tous les quotas pour vous et c'est intégré à vos outils de prospection comme Lemwarm. L'inconvénient, c'est que vous êtes dépendant du pool d'emails. Et c'est pour ça que ces outils, ils segmentent de plus en plus les pools et dès qu'une email est dégradée, elle n'entraîne plus les autres parce qu'autrement, elle va les entraîner vers sa chute. Donc ils ont des réseaux de whitelist et de blacklist pour maintenir la qualité du pool. Le deuxième type, c'est les seedlist base, comme Foldery par exemple. C'est eux qui maintiennent un réseau d'adresses mail qui va entraîner vos propres adresses mail. C'est pas les utilisateurs qui s'entraînent entre eux. Donc c'est eux qui sont responsables du pool d'email qui permet d'entraîner les vôtres. C'est souvent beaucoup plus cher, mais c'est souvent plus qualitatif. Ma recommandation, c'est que si vous avez un domaine qui vous est très cher, qui est important pour vous, que vous voulez récupérer, alors mettez-le sur un seedlist. Pour récupérer un domaine, ça vaut le coup de payer un peu plus cher. Mais si c'est pour aller faire de la prospection sur des domaines que vous avez achetés, faites du community base et ça ira très bien avec des outils comme Lemwarm. Maintenant, voyons
le quota exact, le planning pour faire un bon warm-up d'adresse mail. Vous allez toujours faire un ramp-up d'adresse mail, jour après jour augmenté. Donc par exemple, si je vous donne des quotas, la première semaine, vous allez envoyer entre 3 et 10 adresses mail en warm-up. En prospection, toujours 0. La deuxième semaine, ça va être plutôt autour de 10, 20 warm-up par jour, toujours 0 en prospection. La troisième semaine, on va atteindre les 30, 40 maximum et toujours 0 de mail de prospection. Et la quatrième semaine, on va commencer à prospecter, mais on va faire varier le contenu. Le nombre total de mails envoyés ne doit pas varier. On doit toujours paraître humain. Donc, il ne doit pas y avoir des pics d'activité. Donc, on va diminuer un peu le warm-up. On va être entre 25 et 35 emails par jour en warm-up la quatrième semaine avec 5 emails de prospection. Donc, on est toujours sur un quota entre 30 et 40 par jour. La cinquième semaine, on arrive à 20-30 emails en warm-up avec 10 emails en prospection par exemple. La sixième semaine, 15 à 25 emails de warm-up et 15 emails de prospection. Et les semaines 7 et plus, on arrive sur une routine. On va envoyer 10-15 adresses mail de warm-up et une vingtaine d'emails de prospection pour être entre 30 et 35 emails à envoyer par jour au total, warm-up compris. Donc pensez toujours à faire ce ramp-up et pensez à votre taux également de réponse que vous pouvez paramétrer dans vos outils. Quand on est dans la première phase de la première semaine à la troisième semaine, vous allez pouvoir être autour par exemple de 40% de taux de réponse. Et dès que vous allez introduire la prospection, vous pouvez faire augmenter ce taux de réponse pour contrebalancer le fait que vous allez avoir moins de taux de réponse en prospection. Donc vous allez peut-être faire monter le taux de réponse de 60%, un warm-up. Comme ça, vous allez toujours rester autour des 40% de taux de réponse si on contrebalance avec les mails de prospection qui reçoivent beaucoup moins de réponses. Toujours dans cette volonté de paraître humain, sans pic d'activité. D'autres petites astuces, ne stoppez jamais votre warm-up. Gardez-le actif. Si un jour vous arrêtez de prospecter, re-augmentez vos volumes de warm-up pour toujours être entre les 30 et les 40 emails envoyés par jour. Pensez aussi à warm-up votre buffer. Les emails qui vous servent de réserve, parce que le jour où vous en avez besoin, vous avez besoin qu'elles soient chaudes le jour même. Donc celles-là, vous allez les garder en warm-up en permanence à 30-40 emails par jour. Et tout ce qui est monitoring, ne faites pas vraiment confiance au score de warm-up. C'est bien, mais c'est dans un pool d'emails qui est maîtrisé. On verra l'analyse et le monitoring de la délivrabilité dans la dernière partie de cette vidéo. Maintenant que vos domaines sont chauds, que vos adresses mail ont la confiance de Gmail et d'Outlook, ce serait dommage d'aller prospecter de la donnée de mauvaise qualité. Et c'est ce qu'on va voir dans cette troisième étape sur la data quality. La qualité de votre donnée est souvent jugée sur le bounce rate. Si je définis ça simplement, c'est le nombre d'emails qui n'arrivent pas dans la boîte mail de votre destinataire, qui bounce, qui rebondit. Le calcul est assez simple. Email bounce divisé par email envoyé fois 100. Vous avez envoyé 100 emails, il y en a 5 qui arrivent pas à destination. Vous avez 5% de bounce. Maintenant, il y a plusieurs types de bounce. Il y a le hard bounce. L'email n'existe pas, votre syntaxe n'est pas correcte. Ça peut être une email qui a été supprimée, qui n'existe plus. Impossible de livrer. Point final. Il y a le soft bounce. C'est la boîte mail de votre destinataire qui est remplie. Le serveur mail est temporairement down. Ce problème, il est ponctuel. Il a un impact plus faible sur la délivrabilité que le hard bounce, qui lui impacte fortement la confiance que vous apporte Gmail et Outlook. Et on en a un troisième qui est assez récent, c'est le server bounce. Et celui-là, c'est si vous avez déjà une réputation qui est en baisse, votre domaine qui est sur blacklist, etc. Alors, à l'entrée de la boîte mail, Gmail ou Outlook peut vous refuser l'accès. C'est aussi un bounce, mais lié à votre réputation. Vous allez même pas dans les spams. Vous atteignez même pas la boîte mail. Mais ça, c'est si votre réputation est déjà dégradée. Et pourquoi le bounce? Ça tue la confiance que vous accordent les ESP et donc votre délivrabilité. Tout simplement parce que dans la vraie vie, quand vous prospectez quelqu'un, vous le connaissez. Vous avez son mail, c'est potentiellement lui qui vous l'a donné. Et donc, dans 98% des cas, vous envoyez une personne à un mail qui existe, parce que vous la connaissez, cette personne. Donc, quand Gmail et Outlook, ils détectent que vous envoyez souvent des mails à des mails qui n'existent pas, ils se méfient que vous êtes en train de faire de la prospection massive. Et donc, vous n'êtes pas en train de faire quelque chose qui paraît humain. Et donc, il y a des seuils de tolérance. En dessous de 2%, vous êtes safe. Parce que dans la vraie vie, ça nous arrive de faire des erreurs de syntaxe. Donc, Michel, le comptable, vous a donné un mauvais mail. Oui, ça arrive. Donc, en dessous de 2% de bounce, c'est ok. Mais au-dessus, attention. Entre 2 et 3%, on va commencer à enquêter pour savoir qu'est-ce qui va pas. 3 à 5%, on va faire vraiment attention et on va prioriser ces enquêtes. Et au-delà de 5%, on arrête. On prospecte plus, on met en pause la campagne et on va retraiter la donnée avant de prospecter. Et quand je parle de retraiter la donnée, parce que oui, on peut détecter le bounce. Il y en a plein des outils qui le font. Des ICPs, Neverbounce, Scrubby, Prospeo. Ils vont vous permettre de détecter les emails valides, les emails invalides, mais également les catch-all. Ça, c'est les domaines qui acceptent toutes les adresses mail. Par exemple, on ne sait pas si tom@lmlist.com existe. Si le serveur est paramétré en catch-all. On ne pourra pas le vérifier. Il y a des outils qui permettent de le scorer, ce catch-all, pour savoir si on peut le prendre ou pas. Des outils comme Scrubby vont vous dire s'il est safe ou non. Et moi, j'ai envie de vous dire, si votre TAM, il est restreint, vous avez peu de gens dans votre réseau qu'il faut vraiment
tous les toucher, alors prenez le risque de dégrader vos infrastructures pour aller prospecter ces catch-all. Que ceux qui ont été vérifiés par des outils qui permettent de scorer, bien sûr, et qui ont obtenu des notes de confiance assez hautes. Par contre, si vous avez un TAM très large, vous permettre d'expérimenter beaucoup de choses, prenez pas les catch-all. Prenez pas le risque de dégrader vos infrastructures. Maintenant, je vais vous donner quelques petites astuces. Pensez à ne pas reprospecter des gens qui sont désinscrits de vos listes. Des gens qui vous ont demandé de ne pas être contacté, mais surtout, gardez un historique tous vos bounce. Créez une liste de tous ces bounce. Souvent, les outils le font pour vous, pour pas reprospecter des adresses mail qui ne fonctionnent pas. Et une dernière astuce, si vous avez une base de données qui est un peu datée, mais repassez à la vérification de toutes vos adresses mail, voire repassez à l'enrichissement de toutes les personnes que vous avez dans cette base de données. Parce que les données, elles évoluent. Les postes changent. C'est toujours bien de rafraîchir ces bases de données et surtout de pas utiliser de base de données. Moi, je recommande toujours d'aller faire du scrapping frais à la source. Repartez à la source, faites une nouvelle extraction tous les 3 à 6 mois parce que les personnes changent de poste, que ce soit en interne dans la même entreprise ou dans d'autres entreprises. Et donc, vous allez plus avoir le bon mail. Et peut-être que même cette personne n'est plus dans votre ciblage parce qu'elle a fait une reconversion. Donc voilà comment on maintient une bonne qualité de données. Et une fois qu'on a cette donnée de qualité, il va falloir créer un message percutant, mais surtout qui n'alerte pas les ESP. Car vos messages de prospection est une des plus grandes causes de mise en spam. Et on va voir ça tout de suite ensemble. Il y a 3 fondamentaux pour pas que vos messages de prospection vous envoient dans les spams. Le premier, c'est le poids. Un email doit être léger parce que ça coûte cher un serveur à Gmail et à Outlook à stocker si vos emails sont trop lourds. C'est moins écologique, mais ça vous envoie pas dans les spams. Mais aussi, techniquement, c'est plus difficile à livrer en inbox, lié à des problématiques de réseau. Le deuxième, très important, c'est la sécurité. Comme je vous ai déjà dit, les ESP protègent leurs utilisateurs. Ils veulent aucun risque de virus, aucun risque de piratage, aucun risque d'arnaque. Et le dernier pilier, c'est encore une fois de paraître humain. Chaque mail doit être unique. Il doit y avoir aucun pattern de reconnaissance. Cela doit ressembler à une conversation en one-to-one. Donc si vous passez ces 3 filtres, alors vous allez tomber dans la boîte principale et pas dans les spams. Donc concrètement, en quoi ça se traduit? Pour la première règle, pour le poids, aucune image, aucune pièce jointe, même pas dans la signature. On ne met pas d'image. C'est un texte brut, même sans HTML. Donc vous oubliez tous les gifs, les mails personnalisés, etc. Si vous voulez tomber dans les spams, ok, faites-le. Vous allez avoir super mail personnalisé avec une image personnalisée. Mais vaut mieux avoir un mail qui va être ouvert, qui a pas une image personnalisée, ou un mail qui termine dans les spams, qui sera jamais ouvert avec une image personnalisée. Je pense que vous allez vite faire le choix. Et si je vous donne une astuce pour la signature, c'est que vous allez juste signer avec votre prénom et votre nom, et vous allez mettre votre spécialité. Et vous pouvez également adapter votre signature à la cible que vous visez dans la campagne. Si vous visez les transporteurs logistiques, alors que c'est juste une de vos verticales, vous pouvez mettre spécialiste du transport logistique. La deuxième règle à respecter, c'est qu'on met jamais de lien. Aucun. Pourquoi? Première chose, c'est un pattern de reconnaissance. Si le même lien atterrit dans plusieurs mails alors que chaque mail est différent, alors on va vous reconnaître. Donc, vous oubliez les liens, votre site internet et tout ça, on s'en fiche. Le but d'un email, c'est pas d'avoir des clics dans la prospection, c'est d'avoir des réponses, d'engager des discussions. Et si jamais vous devez vraiment envoyer un mail, alors envoyez-le que dans le deuxième message. Envoyez un premier mail pour savoir s'il veut ce lien. Et dans la relance, vous allez envoyer l'email avec le lien. Pourquoi? Parce qu'au moins vous avez passé une première fois les filtres anti-spam et vous avez gagné un petit peu de confiance auprès de la boîte mail de votre destinataire. Mais si vous pouvez éviter, évitez. Car au-delà d'être un pattern de reconnaissance, c'est aussi un risque de piratage, de virus, les liens. Et qu'il y a beaucoup de comptes qui vont bloquer votre mail. Donc ça peut même vous créer du bounce d'avoir un lien. La troisième règle, c'est attention au spamming word. Tout ce qui est lié à l'argent, au et à la on évite. Donc les gratuits, prix, promotion, réduction, exceptionnel, tous les superlatifs, on va éviter. La quatrième règle est un peu plus complexe, c'est le spin task. C'est-à-dire, qui peut être également appelé spinning dans le monde du SEO, c'est le fait de faire une variation de chaque mot, chaque phrase, chaque paragraphe. Ça ressemble à peu près à ça, un message de prospection qui a du spin task. Ça nous permet de créer en un seul mail des milliers de combinaisons différentes pour passer ces filtres et avoir vraiment des patterns différents. On peut utiliser également l'intelligence artificielle pour personnaliser certaines des phrases de votre message, mais tout ce qui n'est pas personnalisé à 100%, on va ajouter du spin task. Et même dans la signature, par exemple, votre numéro de téléphone, vous pouvez séparer les chiffres par des points, un coup par des tirets, des fois ne pas mettre de séparation, et tout cela va être géré dynamiquement en spin task. Certains outils de prospection vous proposent de créer le spin task pour vous, mais vous pouvez le faire également avec l'intelligence artificielle. Pensez juste à bien relire toutes les combinaisons de mots, parce qu'il peut y avoir des erreurs qui se glissent, et d'avoir un mot qui ne s'accorde pas avec l'autre qui suit. Donc maintenant, on a des emails qui sont uniques, il n'y a pas de lien, pas d'image, qui paraissent humains, et surtout, pas dangereux pour les utilisateurs finaux des ESP. Donc vous allez passer la barrière anti-spam parce que vous avez une bonne infrastructure, des emails et des noms de domaine qui ont la confiance, une bonne donnée, un bon copywriting. Maintenant, il va falloir envoyer ces emails. Et souvent, on le fait un peu trop vite.
un peu trop rapidement et on commet des erreurs et on va gâcher tout le travail en amont. C'est pour ça qu'il y a une dernière étape pour bien paramétrer ces campagnes pour atterrir en inbox. Le paramétrage des campagnes est rempli de plein de fausses croyances, donc je vous invite à partager cette vidéo à toutes les personnes qui commettent ces erreurs-là, car c'est pas des intuitions que je vous partage. C'est issu de tests sur des milliers et des milliers d'envois qui ont déterminé que ce sont les bonnes pratiques pour atterrir dans la boîte principale et pas dans les spams. La première chose, c'est d'enlever l'HTML. Les belles structures de mail, etc. Non. Pourquoi? Parce que l'HTML, c'est lourd, donc on en revient à mes anciens conseils. Et d'autre part, ça peut glisser des failles et du piratage. Et donc, c'est risqué aux yeux des ESP. Donc, souvent, dans vos outils d'envoi, soit il est enlevé d'office, soit vous avez une option pour l'enlever. Le deuxième conseil, c'est celui-là qu'il va falloir envoyer à vos collègues, et vous pouvez partager la vidéo avec ce time spent aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas traquer les clics et les ouvertures. Il faut bannir cette pratique. Je sais, ça vous rassure, etc. Si je veux demain, je peux avoir 90% d'ouverture et de clics. Parce que je sais qu'il y a des comptes précis, souvent des grands comptes de grosses entreprises qui ont des systèmes de protection très performants et qui vont bloquer beaucoup mes mails et qui vont les ouvrir automatiquement et cliquer sur les liens automatiquement. Et donc, cette donnée, elle est fausse parce que même aujourd'hui sur iOS, vos emails sont ouverts automatiquement. Donc, vous vous retrouvez avec de la donnée qui ne veut rien dire, qui va juste rassurer votre manager ou votre propre ego. Et en plus de ça, le tracking des clics et des ouvertures vous fait tomber dans les spams. Pourquoi? Parce qu'on est obligé de glisser un petit pixel, c'est un bout de code qu'on va mettre dans votre copywriting, donc on en revient au HTML qu'on doit enlever, tout le code on doit l'enlever. Et en plus de ça, Gmail et Outlook le voient ce bout de code. Ils savent que vous traquez ce que fait vos utilisateurs. Et aujourd'hui, ils veulent protéger leurs utilisateurs. Ils veulent pas que des inconnus puissent avoir de la donnée comportementale sur leurs propres utilisateurs. Et donc, c'est écrit noir sur blanc sur Outlook. Si vous traquez vos clics et vos ouvertures, ils vous placent dans les spams. Ils ne réfléchissent pas. C'est catégorique. Donc, arrêtez de faire ça et vous allez voir, vos taux de réponse vont augmenter. Parce que ce que vous devez suivre comme chiffre, c'est pas le taux d'ouverture ou le taux de clic. C'est votre taux de réponse et votre taux de réponse positif. Et le nombre in fine de rendez-vous que vous allez arriver à générer. Et regardez en bout de chaîne le nombre de ventes que ça a créé. Arrêtez avec vos vanity metrics et bannissez cette pratique si vous voulez ne pas tomber en spam. Deuxième chose, c'est le volume d'envoi par jour. Ça, on l'a déjà vu dans l'étape warm-up et je vous renvoie à cette étape. Le mieux, c'est de le faire varier et il peut passer de 20 à 35 si on va avoir un comportement très agressif et qu'on a besoin de beaucoup de résultats au risque de dégrader son infrastructure. Moi, ce que je vous recommande, c'est de rester plutôt conservateur, 20-25 mails par jour. Et si vous avez besoin d'envoyer plus de volume, achetez plus d'infrastructures. Le timing et les espacements d'envoi sont souvent gérés directement par les outils de prospection, mais faites varier. N'envoyez pas toujours toutes les 20 minutes. Faites varier ces espacements entre les envois. N'envoyez pas toujours avec les mêmes adresses mail. Faites une rotation des inbox. Mais tout cela, vous en souciez pas trop. Les meilleurs outils comme Lemlist et autres le gèrent pour vous. Et maintenant, c'est un mix de conseils en copywriting et un paramétrage de campagne, c'est sur le lien de désinscription. Par exemple, en Europe, il y a la GDPR, la réglementation sur les données personnelles, qui oblige à ajouter ce lien de désinscription, ou du moins, d'ajouter une manière de se désinscrire rapidement, simplement et de façon claire. C'est ce que dit la loi. Donc on peut jouer avec cette loi. Il faut laisser un moyen simple à un individu de ne plus recevoir vos mails. Et donc, c'est pas forcément un lien de désinscription. Parce que si vous mettez un lien de désinscription, on revient au problème du lien que je vous ai déjà donné sur la partie copywriting, ça vous envoie dans les spams, et en plus un lien de désinscription. Là, vous êtes en train de dire à Gmail et à Outlook, attention, je fais de la prospection massive. Je laisse l'opportunité à des personnes de se désinscrire. Vous êtes en train de dire que vous faites de la prospection massive, alors que le but, c'est de paraître humain. Donc, enlevez ce lien de désinscription, mais à la place, vous pouvez mettre une phrase PS prénom, je peux être très perspicace, donc n'hésitez pas à me dire stop, et je vous retirerai de ma liste. Et bien sûr, comme tout le contenu qu'on a vu, on met du spin task sur cette phrase. On la fait varier. Et donc, ça va augmenter notre taux de réponse, et donc la confiance que va avoir les ESP à notre égard. Donc c'est bon, vous avez toutes les bonnes pratiques, en passant de l'infrastructure par le copy, et en terminant par le paramétrage de votre campagne. Donc il est temps de passer à la dernière partie. Comment on sait si on tombe dans les spams ou pas? Comment on monitore notre délivrabilité? Comment on sait si on est dans les bons rails? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans la dernière partie. Cette partie d'analyse et de monitoring est essentielle parce que la délivrabilité, c'est quelque chose de vivant. Vous allez être victime des aléas et des algorithmes des ESP, de Gmail et d'Outlook qui, tous les 3 mois, tous les 6 mois, mettent à jour leurs règles. Donc c'est pour ça que même si vous respectez toutes les bonnes pratiques, il faut monitorer ces infrastructures. Il y a 3 niveaux de monitoring. Le daily, tous les jours,
on va aller regarder le bounce rate, on peut mettre des alertes automatiques, et le volume envoyé. On va également regarder tous les jours s'il y a eu des déconnexions d'adresses mail pour pouvoir les reconnecter, parce que si une adresse mail se déconnecte, il n'y a plus de warm-up, plus de volume d'envoi, et donc quand on va recommencer, ça va faire des gros pics, et donc un pattern reconnaissable par Gmail et Outlook. Ensuite, toutes les semaines, on va regarder notre taux de réponse. Est-ce qu'il varie d'une semaine sur l'autre? Bien sûr, c'est pas un indicateur en soi, si c'est pendant une grosse chute de réponse pendant Noël, pendant des vacances. Mais également, si vous avez changé totalement votre manière d'approcher ou la cible, alors c'est normal d'avoir des variations de réponse. Mais sur une même cible, avec un même message, sur une période équivalente, si vous avez une grosse chute de réponse de plus de 20%, alors c'est sûrement lié à votre délivrabilité. Et ensuite, il y a les analyses qu'on va faire toutes les 2 semaines ou à chaque lancement de nouvelles campagnes. On va regarder le score de warm-up, on va voir juste après la différence avec le score d'inbox placement. Le score de warm-up, c'est ce que vous donne l'outil qui va vous réchauffer vos adresses mail de 0 à 100. S'il est au-delà de 90, c'est que vous êtes bien, vous êtes safe. Et ensuite, il y a l'inbox placement. C'est la réalité Ethereum. C'est pas le score par rapport à un pool d'emails qui est en votre faveur. C'est des tests qui sont faits sur des emails cibles. Et ça va vraiment vous donner le nombre d'emails qui atterrissent dans la boîte principale, dans la promotion, dans les spams. L'objectif, c'est de tendre à plus de 80% d'inbox. En dessous, on va prendre des précautions et on va voir lesquelles par la suite. Si vous voulez des outils dédiés à l'inbox placement, il y a Glowcaps et Foldery que je peux vous recommander. Et ensuite, de plus en plus d'outils d'envoi de mails de prospection vont vous proposer vos propres tests d'inbox placement à l'intérieur de l'outil. Et c'est génial, c'est beaucoup plus pratique et on peut le lancer à chaque campagne parce que l'inbox placement, ça se fait pas juste sur la santé de votre mail et votre domaine, ça le fait également sur votre copywriting. Donc c'est bien de le lancer à chaque fois que vous faites une nouvelle campagne avec un nouveau copywriting, dans les conditions réelles de vos envois, donc sans tracking de clics, etc. Donc maintenant, on agit comment? Si on a un bounce rate qui évolue trop, bah là, on repart sur la partie où j'ai parlé du bounce rate, on va reanalyser avec les outils que j'avais donnés, notre data, et on va relancer une campagne une fois qu'on a nettoyé notre fichier. Si on a le taux de réponse qui chute drastiquement, alors qu'on a envoyé auprès de la même cible, ou si on a un inbox placement qui baisse, on va essayer de diagnostiquer d'où ça vient, de regarder si on a respecté tout ce que j'ai dit précédemment dans cette vidéo. On va faire vraiment une checklist. Est-ce que j'ai désactivé mon HTML? Est-ce que j'ai traqué mes clics? Oui ou non? Est-ce que j'ai traqué mes ouvertures? Oui ou non? Est-ce que j'ai pas de spamming word? Est-ce que mon infrastructure, elle est en bonne santé? Que je suis pas dans les listes de spam? Ça, ils vont nous le donner, les outils comme Glowcaps ou Foldery, si on est en liste de spam. Et donc, on va ajuster. Si vous cochez toutes les cases, vous avez tout respecté, ça vient de votre infrastructure. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va isoler les boîtes mail qui posent problème, les domaines en général qui posent problème, parce que s'il y a un email qui se dégrade, les emails du domaine en général vont tous se dégrader. Donc ce pool d'emails qui est dégradé, on va baisser au maximum les volumes d'envoi, on va augmenter le warm-up, on va essayer de les récupérer. Tout d'abord en community base, donc avec vos outils intégrés, comme MWarm, pendant une période de 2 semaines. Si ça fonctionne pas, on peut ajouter une période de 2 semaines avec des systèmes de warm-up en seed base, comme Foldery. Il y en a d'autres, je vous laisserai regarder sur Internet. Et ensuite, il faut pas persister. Si votre domaine il est grillé, vous en rachetez un, et vous reparamétrez, et vous le repassez en warm-up, etc. Une infrastructure, c'est vivant, parce que ça peut être des actions humaines. Votre copywriting, il peut être un peu trop pushy. Vous avez oublié de mettre un moyen de se désinscrire des listes. Vous êtes un peu trop clivant. Et donc, les gens vont vous passer aussi manuellement dans les spams. Pour avoir encore plus de conseils actionnables sur comment réparer une infrastructure, avec vraiment des quotas à suivre et des démarches à suivre, je vous invite à aller sur le playbook. Lien dans la description de cette vidéo, qui est mis à jour en permanence, parce que cette vidéo est déjà assez longue et je vais passer à la conclusion. Si vous avez bien suivi toutes les étapes que je vous ai données, vous avez compris qu'il faut respecter 2 choses. Paraître humain, comme si vous allez prospecter une personne en one-to-one, et cela à chaque étape de la prospection. Donc gardez bien ça en tête. La deuxième chose, c'est de pas être un danger potentiel pour les utilisateurs des ESP, donc les personnes que vous allez viser, vos destinataires. Et cela s'est traduit dans toutes les étapes que je vous ai précisées. Et maintenant, si vous voulez aller plus loin, je vous ai parlé du playbook qui est disponible directement dans la description. Mais également, si vous voulez voir concrètement comment dans l'Emlist, étape par étape, avec un partage d'écran, comment on fait pour respecter les étapes de la délivrabilité, sur quel bouton il faut cliquer concrètement, je vous invite à regarder les vidéos de Maxime, de l'équipe Lemlist, sur la playlist qui s'affiche autour de moi, qui va vous expliquer toute la délivrabilité, comment on paramètre une campagne dans Lemlist pour ne jamais tomber en spam, comment on fait du spin task directement sur l'outil, et donc faire varier le contenu, et comment on monitore sa délivrabilité directement dans l'outil. Et ça, c'est sur la playlist de vidéos qui s'affiche autour de moi. Également, vous retrouverez toutes ces vidéos dans la description. Je vous dis à très vite. C'était Louis Despus, alias La Grosse Moustache, sur LinkedIn.